Comment est apparue la vie sur Terre? Et à quoi pourraient ressembler des formes de vie extraterrestres ailleurs que sur Terre? Ce sont des questions absolument fascinantes, et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai eu la chance de réaliser depuis 2 ans un travail de recherche sur le sujet. C'est quelque chose que j'ai fait en collaboration avec Stuart Bartlett, qui est astrobiologiste à l'université Caltech en Californie, et notre travail vient enfin d'être publié dans un article scientifique qu'on a écrit ensemble. Alors ça peut vous paraître un peu surprenant que je fasse de la recherche sur un sujet de ce genre. Vous le savez peut-être, ma spécialité d'origine c'est plutôt la physique fondamentale, pas les origines de la vie. Mais vous allez voir que si j'en suis arrivé là, eh bien c'est grâce à cette chaîne YouTube. Tout a commencé il y a environ 2 ans avec une de mes vidéos qui portait sur la définition de ce qu'est la vie. Pour préparer la vidéo, j'avais contacté Stuart Bartlett au sujet de son propre travail de recherche. Et je vais vous raconter comment, de façon totalement inattendue, il m'a finalement proposé de travailler avec lui pour qu'on essaye ensemble de pousser plus loin la recherche sur le sujet. Voici l'histoire de cette collaboration. Au départ, la vidéo que je réalisais portait sur la question de la définition de la vie. Quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'un truc est vivant et qu'un autre ne l'est pas? Et surtout, est-ce qu'on pourrait formuler cette définition, mais sans faire référence à la vie telle qu'on la connaît actuellement sur Terre? C'est-à-dire définir le vivant, mais sans parler de protéines, d'ADN ou de membranes cellulaires. C'est une question importante pour imaginer à quoi pourraient ressembler des formes de vie extraterrestres, pas forcément basées sur les mêmes ingrédients que nous. Mais c'est également utile pour comprendre comment la vie sur Terre a pu apparaître sous des formes intermédiaires, encore plus simples que celles qu'on peut imaginer aujourd'hui. Dans ma vidéo d'il y a 2 ans, je discutais notamment le travail de Stuart Bartlett et Michael Wong, qui ensemble avaient proposé 4 critères pour définir la vie au sens large. Et pour la distinguer de la vie sur Terre telle qu'on la connaît, life en anglais, ils avaient décidé d'appeler ça LOIF, avec un Y. Selon leur définition, les 4 critères pour définir la LOIF, la vie au sens large, étaient structure dissipative, autocatalyse, homéostasie et apprentissage. Alors si ça vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo complète sur le sujet, mais je résume rapidement ce que ça veut dire. Une structure dissipative, c'est un système qui se maintient dans un certain état ordonné en consommant de l'énergie. L'autocatalyse, c'est en gros l'idée de pouvoir se reproduire et s'étendre. L'homéostasie, c'est la capacité à se maintenir en équilibre malgré des perturbations extérieures. Et enfin, l'apprentissage, c'est l'idée assez générale de pouvoir enregistrer des informations sur son environnement et de les exploiter pour améliorer ses chances de survie. L'évolution darwinienne peut rentrer dans cette catégorie, mais ça n'est pas la seule possibilité. La vie sur Terre, telle qu'on la connaît, satisfait évidemment ces 4 critères. Mais Bartlett et Wong ont proposé que ces critères soient une caractérisation suffisamment générale pour permettre de qualifier d'autres formes de vie très différentes de la nôtre. Par exemple, celles qui pourraient exister ailleurs que sur Terre, peut-être sans être basées sur l'eau ou le carbone, mais aussi pour essayer d'identifier des étapes intermédiaires qui ont pu conduire à la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Est-ce qu'une forme de vie primitive a pu émerger sans ADN ni ARN, comme une sorte de chaînon manquant encore plus simple? Dans ma vidéo, je présentais donc en détail ces 4 critères, ainsi que des exemples de plusieurs systèmes, a priori non vivants, mais satisfaisant 1, 2 ou 3 de ces critères. Et je parlais notamment beaucoup d'un travail de Stuart Bartlett sur des simulations de systèmes chimiques simples qui arrivaient à reproduire 3 des 4 piliers de la LOIF. Ces simulations montraient que le système chimique en question était une structure dissipative, capable d'autocatalyse et d'homéostasie, les 3 premiers critères de la LOIF, mais pas le 4e, celui de l'apprentissage. Je trouvais ces simulations fascinantes et j'avais donc préalablement écrit à Stuart pour voir s'il pouvait m'envoyer ces vidéos de simulation et m'autoriser à les montrer dans la vidéo. Et Stuart m'a répondu très sympathiquement qu'il était OK et m'a envoyé les fichiers de ces vidéos. Sauf qu'entre-temps, je m'étais amusé à essayer de les reproduire moi-même avec des techniques algorithmiques que j'avais étudiées dans le cadre de mon travail, et ça a marché hyper bien. J'avais des simulations sur GPU super détaillées et très rapides. Et à la fin, dans mon épisode, j'ai finalement utilisé les images de mes propres simulations. Mais j'ai quand même envoyé les vidéos à Stuart pour lui montrer, et il a trouvé les simulations super, meilleures que les siennes. Et il m'a donc proposé de travailler avec lui pour essayer de pousser le travail de recherche encore plus loin. Son idée, c'était de voir si on arrivait à créer un système similaire, mais qui arrive également à satisfaire aussi le 4e pilier de la LOIF, l'apprentissage, celui qui lui manquait jusqu'ici. Stuart m'a envoyé quelques références sur le sujet et j'ai commencé à travailler dessus. On a eu en quelques mois des résultats vraiment très chouettes, mais ça a pris pas mal de temps à être publié, c'est souvent comme ça. Et aujourd'hui, on peut donc fièrement annoncer la sortie de notre article dans une vraie revue scientifique, la Physical Review E.
et je vais essayer maintenant de vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'on a fait. On va repartir du système chimique qu'avait étudié initialement Stuart Bartlett, qu'on appelle le système de Gray-Scott. Je l'ai pas mal présenté dans ma vidéo sur la LOIF et je vous y renvoie pour les détails. En gros, on considère deux substances chimiques, A et B, qui peuvent diffuser dans un milieu et qui réagissent selon une certaine réaction d'autocatalyse. Deux molécules de B ont la capacité de transformer une molécule de A en une autre molécule de B. Si on choisit bien les paramètres, ce système, qui est un système dit de réaction-diffusion, eh bien, il possède une propriété assez folle. Quand on le simule, on voit des tâches du composé B qui sont capables de croître, de se diviser et de conquérir l'espace comme le feraient des cellules. Et là, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de cellules, pas de membrane, ce sont vraiment juste des tâches d'un composé chimique. Le système est incroyablement simple. Et Stuart avait notamment montré que ce système cochait les 3 premiers critères de la définition de la LOIF. C'est une structure dissipative, autocatalytique puisqu'elle se reproduit, et capable d'homéostasie puisque si on la perturbe un peu, elle revient dans son état stationnaire. Par contre, il n'y a pas là-dedans le 4e pilier, l'apprentissage. Ce système n'a pas la capacité de mémoriser des choses sur l'environnement et de les utiliser pour améliorer sa survie. Et c'est ça qu'on a essayé de faire ensemble en modifiant le système. Alors plus précisément, on s'est intéressé à l'idée d'apprentissage par association. C'est une idée assez simple, mais qu'on illustre généralement avec des organismes vivants complexes. L'exemple typique, c'est l'histoire du chien de Pavlov. Vous savez, un chien salive quand on lui présente de la nourriture, et maintenant si on sonne une cloche à chaque fois juste avant de lui donner à manger, eh bien au bout d'un moment, il aura mémorisé l'association entre le stimulus, la cloche, et l'événement, la nourriture. Et il se mettra à saliver dès qu'on sonne la cloche, même si la nourriture n'arrive pas après. Alors, par contre, si on arrête de sonner la cloche pendant suffisamment longtemps ou qu'on la sonne sans rapport avec la nourriture, eh bien le chien apprendra à force qu'il n'y a plus de lien entre cloche et nourriture. L'apprentissage par association, c'est ça, c'est mémoriser, traiter et exploiter l'existence d'un lien entre un stimulus et un événement. Et pour la survie d'une espèce vivante, eh bien, ça peut jouer un rôle essentiel. Prenez l'idée d'échapper à des prédateurs. Imaginez une proie, disons une gazelle, et son prédateur, un guépard. Si la gazelle est capable de faire le lien entre un stimulus, par exemple un son bizarre ou certains mouvements dans les herbes, et la présence d'un guépard, eh bien, elle va pouvoir s'échapper plus rapidement. Alors peut-être qu'elle se fera un peu surprendre au début, mais à force de repérer le même signe annonciateur chaque fois que le prédateur attaque, eh bien, elle va apprendre le lien entre les deux. De façon générale, le fait de détecter un stimulus qui annonce une menace permet de s'en défendre de façon plus efficace en anticipant. Alors généralement, ce type de capacité d'apprentissage par association, on l'illustre avec des organismes complexes, possédant un système nerveux suffisamment développé. Mais ça n'est pas spécifique d'espèces comme les mammifères, ni même les animaux en général. On peut avoir de l'apprentissage par association dans des cas beaucoup plus simples. Et c'est ça qu'on a voulu implémenter dans nos simulations de petites tâches chimiques. On a voulu montrer qu'elles peuvent apprendre des choses sur leur environnement et les utiliser pour se défendre de façon anticipée contre une menace. Alors voici comment on a fait. On a donc notre composé chimique B qui représente en gros notre système autocatalytique. Et imaginons qu'il existe une espèce chimique T qui soit comme une toxine, c'est-à-dire que T réagit avec le composé B et le détruit. Et supposons que la toxine arrive par les bords, à intervalles réguliers, d'abord à petite dose, puis de façon de plus en plus importante. Voici ce qui va se passer. Vous voyez ici 2 cartes de la même région géographique. À gauche, on représente la quantité de B, donc on voit nos petites taches, et à droite, on va représenter en rouge la concentration de toxine T, qui, vous le voyez, arrive périodiquement par le bord et diffuse vers le centre. Et il y en a de plus en plus à chaque vague. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des vagues d'attaque, la toxine se propage et détruit progressivement le système. Bon, maintenant, on va supposer 2 choses. Premièrement, que chaque attaque de toxine est précédée peu avant d'un signe annonciateur, sous la forme d'une vague d'une autre espèce chimique notée S. Ce sera notre stimulus, l'équivalent du bruit dans les feuillages pour la gazelle, qui va bientôt se faire attaquer par le guépard. Donc ici, j'ai ajouté une autre représentation pour la quantité de stimulus S en orange. Et une vague de S annonce une attaque imminente de toxine T. L'idée, c'est de voir comment notre système peut utiliser cette information pour se défendre. Pour ça, on va supposer que notre composé B a la capacité de catalyser la production d'un antidote, N, qui peut neutraliser la toxine. Mais on imagine que pour être efficace, cet antidote doit être largué de façon préventive, avant l'attaque, parce que celle-ci est assez violente. On cherche donc à créer un système chimique qui soit capable de repérer l'association entre le stimulus et la toxine,
de mémoriser l'intensité de cette association et d'utiliser cette mémoire pour déclencher la production d'antidotes de façon préventive, pour se défendre. En revanche, si l'environnement évolue, c'est-à-dire si la force de l'association entre stimulus et toxine change, on veut que le système s'adapte. Si l'association disparaît, que le stimulus continue d'arriver mais qu'il n'y a plus de toxine, eh bien on veut que le système arrête de produire inutilement de l'antidote. Ou si au contraire les attaques de toxines sont de plus en plus violentes, on veut que ce soit reflété dans les réactions du système. Et après pas mal de boulot et des tonnes de calculs, c'est donc cela qu'on a réussi à faire avec nos simulations. Concevoir un système chimique simple, capable d'apprendre par association, et cela d'une façon qui lui permet d'augmenter ses chances de survie. Alors voici comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Quand le stimulus apparaît, il catalyse la production d'une substance, M, qu'on appelle la mémoire à court terme. S'il n'y a pas de toxine après le stimulus, donc s'il n'y a pas d'association, M se dégrade et rien ne se passe. Mais si la toxine apparaît à la suite du stimulus, M est convertie en une autre substance, notée L, et qu'on appelle la mémoire à long terme. Celle-ci se dégrade beaucoup plus lentement et c'est elle qui enregistre l'existence d'une association entre stimulus et toxine. Si une vague de toxine suit de près une vague de stimulus, alors la concentration de L va augmenter. Et si ça n'est plus le cas, la concentration va diminuer. Et donc, dernier ingrédient pour que la défense fonctionne, la présence de L déclenche la production de l'antidote chaque fois que le stimulus réapparaît. Si on a une vague de stimulus en présence de mémoire à long terme, on a production d'antidote pour anticiper l'arrivée imminente de la toxine. Et avec ça, après pas mal de simulations, on a montré qu'on a bien un système chimique capable d'apprendre par association et de déclencher une réponse adéquate qui permet une défense préventive contre la toxine. Sur cette vidéo, on voit que le système se défend, produit de l'antidote qui neutralise en partie la toxine et limite les dégâts. Et quand la force de l'attaque de toxine diminue, le système oublie l'association, la mémoire à long terme se dissipe, et il n'y a plus de production d'antidote. Les tâches peuvent à nouveau se diviser et reconquérir l'espace perdu. On a donc bien un système capable de faire de l'apprentissage par association, et on a même montré par des simulations plus détaillées que la concentration de L, la mémoire à long terme, est numériquement corrélée à la force de l'association entre stimulus et toxine. On a donc bien cette fois une simulation d'un système purement chimique et qui coche les critères de définition de la LOIF. Structure dissipative, autocatalyse, homéostasie et apprentissage. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a artificiellement créé une forme de vie ? Évidemment non. Déjà, ce qu'on a là, c'est une simulation. L'étape suivante, ça consiste à essayer de faire ça sous la forme d'une vraie expérience, avec des vrais réactifs chimiques, et on va travailler dessus avec des collègues expérimentateurs. Ensuite, notre système a quand même une capacité d'apprentissage limitée, ça n'est pas un truc super robuste qui résiste à tout. L'intérêt de ce travail de recherche, ce n'est pas d'avoir créé un système super impressionnant, c'est de montrer qu'il est possible de faire des systèmes chimiques extrêmement simples, mais capables d'apprendre sur leur environnement pour s'y adapter. Ce sont des réactions simples, il y a peu de composés impliqués, donc c'est quand même assez générique. L'idée de notre recherche est donc plutôt de repousser une limite en montrant que des systèmes de ce genre sont possibles sans forcément avoir recours à un arsenal de réactions chimiques hyper complexes, dont on aurait du mal à comprendre comment elles auraient pu émerger spontanément. Et donc notre système peut constituer un exemple abstrait de proto-forme de vie intermédiaire qui pourrait avoir émergé lors de l'apparition de la vie sur Terre, ou qui pourrait émerger ailleurs que sur Terre, avec peut-être des conditions physico-chimiques très différentes des nôtres. Alors une dernière mise en garde pour finir, pour ne pas que vous soyez victime d'un biais concernant cette vidéo. Généralement sur cette chaîne, je parle de travaux scientifiques importants, ayant passé l'épreuve du temps, ou bien parfois d'actualité, mais sur des sujets scientifiques dont on sait déjà qu'ils sont des résultats marquants. Là c'est pas du tout ça, je vous parle de mon propre travail de recherche, et même s'il est publié dans une bonne revue, que je suis très content et que je trouve qu'on a vraiment des très chouettes résultats, je ne suis pas en train de vous annoncer une révolution scientifique. Comme la plupart des travaux de recherche, c'est vraiment juste une goutte d'eau, mais j'espère qu'elle va contribuer à son échelle à faire avancer le sujet. Mais ça, on le saura quand on aura les réactions des chercheurs de la communauté qui travaillent sur ces questions de vie artificielle et des origines de la vie. Et voilà, c'est tout pour cette annonce. Si vous êtes curieux et vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire l'article détaillé, je vous mettrai le lien en description. Toute proportion gardée, il y a assez peu de prérequis techniques, ce sont des simulations de cinétique de réactions chimiques avec des équations différentielles assez simples. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo un peu particulière, j'espère qu'on continuera ce travail de recherche et que j'aurai d'autres choses chouettes à vous montrer sur le sujet à l'avenir. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, à bientôt.